Vincent qui couche sur un punch. Vincent sur les célébrités. Mais c'est fou. C'est incroyable cet essai de brise de... Salut la French Army, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre petit tour de phase de poule de Coupe du Monde. Aujourd'hui, on s'attaque à la poule C. Alors la poule C, elle est composée du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji, du Portugal et de la Géorgie. La poule C, c'est certainement la poule qui est la plus ouverte de cette Coupe du Monde. À mon sens, c'est la poule la plus intéressante, en mettant de côté l'équipe de France, bien sûr, parce qu'il y a une attache particulière. Mais vraiment d'un point de vue passionné de rugby, enjeu et au niveau du suspense qu'il va y avoir dans cette poule, pour moi, c'est la plus intéressante à suivre. Donc c'est parti, on va voir tout ça. Alors malgré que cette poule soit bien homogène, il y a quand même une équipe sur ces 5-là qui est bien derrière. Cette équipe-là, c'est le Portugal. Le Portugal, c'est seulement leur deuxième participation en Coupe du Monde. La première avait été en 2007, en France aussi. Heureuse coïncidence, ça a l'air de leur réussir. Voilà, ils ont eu beaucoup de mal, ils ont eu vraiment beaucoup de mal à se qualifier. Ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Quand je vous dis à pas grand-chose, c'est une pénalité qui est au-delà des arrêts de jeu de Samuel Marquez. C'était face aux États-Unis. Ils n'ont pas gagné. Il y a eu 16 partout. Mais au goal à virage, sur le classement pour se qualifier, c'est un petit peu complexe. Sur le classement pour se qualifier, ils sont passés. En fait, c'était une poule qui était constituée de 4 équipes. Ils se battaient la première place avec les États-Unis. Ils ont fini au même nombre de points. Et voilà, ils avaient un goal à virage qui était beaucoup plus gros que... Enfin, beaucoup plus gros. Non, même pas tant que ça, il me semble. Mais bon, ils avaient un goal à virage plus gros que celui des États-Unis et se sont qualifiés. Donc, côté Portugal, le joueur à suivre, ce sera le joueur que l'on connaît tous, plus ou moins. Je veux dire, les amateurs du championnat français le connaissent quand même. C'est Samuel Marquez. Voilà, il était à Carcassonne l'année dernière. Cette année, il évolue à Béziers. Et là, joué à Toulouse également, le demi de mêlée portugais, donc qui sera le buteur de cette sélection. Ils ont un bon buteur. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant dans une poule comme ça? Non. J'ai envie de vous dire, dans un niveau, le niveau que demande, l'exigence que demande une telle compétition, c'est pas assez. Même si beaucoup de joueurs, pratiquement la moitié de l'effectif évolue en France, que ce soit en Pro D2 ou en Top 14, beaucoup plus en Pro D2 et en National, hein, c'est quand même des échelons plus inférieurs. Voilà, il y a une progression du côté du Portugal, la preuve en est. Maintenant, dans cette poule-là, ça va être compliqué, mais ce sera toujours intéressant de voir ce que les hommes de Patrice Lagisquet, qui est un Français également, c'est toujours intéressant de voir ce qu'ils vont nous proposer. J'aime bien les petites histoires comme ça me rend toujours un peu curieux de voir ce que ces sélections qu'on n'a pas l'habitude de voir jouer peuvent produire dans une telle compétition. En tout cas, les 2 matchs de préparation n'ont pas été mauvais. Une grosse victoire face aux États-Unis 46-20 et une défaite contre l'équipe B de l'Australie 30-17. Bon, c'est pas si mal, je trouve. Le point noir, c'est qu'ils ont joué contre la Géorgie dans le tournoi Destination B. Je ne sais plus l'appellation correcte, mais ils ont joué contre eux. Ils ont perdu 38-11. Voilà, c'est l'adversaire le plus abordable pour eux dans cette poule et ils ne font pas le poids clairement face à eux. Donc voilà, ça c'est une bonne transition pour vous donner mon 4e qui est la Géorgie. La Géorgie, c'est un pays qu'on a maintenant l'habitude de voir en Coupe du Monde. C'est un pays qui malheureusement n'arrive pas à passer les phases de poule. Il y a eu de la progression, il y a eu des joueurs, mais souvent ça a été des individualités. Si pendant longtemps elle s'est appuyée sur un pack fort, je pense à l'époque où ils avaient Mamuka Korgodze notamment, maintenant ça a quand même c'est en train de s'étendre. On a notamment le jeune ailier, le phénomène qui évolue au Loup Ninashvili. Mais est-ce que c'est suffisant pour sortir de cette poule? Je ne pense pas. Si les matchs de préparation ont plutôt été bons, hein, ils ont mis une 50aine de points à la Pologne, c'est un petit peu anecdotique quand on voit l'exigence de cette compétition. Mais ils en ont mis également une 50aine de points à la Roumanie. Ils ont bien dominé les États-Unis aussi. C'était sur le continent américain, ils ont gagné 22-7. Et ils ont quand même tenu bien la tête hors de l'eau à Murrayfield. 6-0 ils menaient à la mi-temps avant de complètement s'effondrer en deuxième mi-temps. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Malheureusement,
la profondeur de banc est beaucoup trop faible pour pouvoir aller chercher une place qualificative, même si je pense que parmi les 3 que je classe au-dessus d'eux, ils peuvent aller en chercher un. Et sincèrement, sur un match, ils peuvent aller chercher n'importe qui. Ils ont déjà réalisé un exploit l'année dernière, ils avaient gagné le Pays de Galles au Millennium Stadium de Cardiff, 13-12 d'un petit point. C'était une victoire qui avait quand même fait du bruit, une victoire retentissante. On sent qu'ils ont franchi un cap, on sent que le rugby évolue, le rugby géorgien évolue, mais malheureusement, je pense vraiment que ça reste encore trop tendre pour pouvoir prétendre à une place en quart de finale de Coupe du Monde. Voilà, ce sera quand même à surveiller, ce sera quand même à regarder. Ils vont causer de problèmes à quasiment toutes les équipes, j'en suis sûr. Le problème, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment sur la durée du match. Ils ont pour habitude, face aux grosses nations, de finir par voler en éclats. Et c'est ce qui risque de leur arriver encore pendant cette Coupe du Monde. Maintenant, pourquoi pas un exploit? Et alors là, franchement, si la Géorgie arrive à prendre un des 3 gros, ça pourrait vraiment nous donner une phase de poule complètement folle. Donc côté joueur, comme j'ai cité auparavant, Nignashvili sera pour moi le joueur à suivre. Voilà, c'est le joueur et qui peut t'apporter vraiment du danger à tout moment. Quand tu t'y attends pas, c'est le joueur d'arrière qui a un grain de folie et qui peut te débloquer une situation là où tu n'aurais jamais pensé que ça pourrait se débloquer. Donc ce sera le joueur qui sera de mon côté à suivre, la petite étoile filante géorgienne. Il reste donc 3 équipes dans cette poule, l'Australie, les Fidji et le Pays de Galles. Et là, sincèrement, c'est un gros casse-tête. C'est un gros casse-tête, pourquoi? Parce qu'il y a des grosses nations qu'on n'a pas l'habitude de voir aussi mal en point, surtout quand arrive la Coupe du Monde. Et il y a des nations surprises qui... ça a l'air d'être vraiment sérieux, donc c'est compliqué. Mais là, de ces 3 nations, il y en a une que je vois passer à la trappe. Je les vois vraiment glisser vers la catastrophe, c'est le Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est des matchs de préparation catastrophiques. Une défaite humiliante, écrasante face à l'Afrique du Sud 52-16, c'était au Millennium, pauvres supporters. Une victoire quand même en premier match, c'était face à l'Angleterre, 20-9. Bon, l'Angleterre est certes pas l'équipe la plus en forme, mais c'est pas mal. Sauf que derrière, ils perdent 19-17 à Twickenham. Là, comme ça, bon, ils perdent en Angleterre 19-17, ça va, etc. Oui, mais ils ont joué à 15 contre 12. Ils ont joué à 15 contre 12 pendant un petit moment. Puis 13, puis 14 contre 15. Et ils ont fini quand même par perdre ce match dans les dernières minutes. Donc vraiment, le Pays de Galles est touché de manière beaucoup plus profonde, ça va au-delà du sportif, il y a toute la structure qui est en train de partir un peu en vrille. Voilà, c'est le rugby britannique en ce moment, on sait que l'Angleterre c'est à peu près pareil, où au niveau des clubs et tout, ça va pas bien, et ça impacte les joueurs. On se souvient pendant le tournoi de destination, notamment contre l'équipe de France, où il a failli y avoir un mouvement de grève, ils ont failli quitter le tournoi, ils ont failli ne plus jouer les matchs quand même, c'est quelque chose de fou. Bon, ça n'avait pas duré longtemps, mais je me souviens bien de cette rumeur. Donc le Pays de Galles ne va pas bien, rugbystiquement parlant, les résultats non plus. Et là, dans une poule piège comme ça, je ne vois pas comment ils se cassent pas la figure. Donc ouais, je les verrai 3e. Côté joueur, mon petit penchant encore une fois pour ceux qui ont un grain de folie, Reza Mit. Reza Mit, j'ai envie de le voir pour beaucoup de raisons. Pour son talent, pour le fait qu'il dispute une compétition tout simplement majeure, j'ai envie de voir ce qu'il vaut à ce niveau-là. Et encore plus dans un tel contexte. Il n'est pas dans les meilleures conditions, sa sélection n'est pas dans les meilleures conditions. Voilà, le Pays de Galles, j'ai vraiment du mal à voir comment ils vont faire pour s'en sortir. Ils ont des joueurs d'expérience, peut-être trop de joueurs d'expérience, peut-être que ça manque un peu de fraîcheur. Leur sélectionneur est un homme d'expérience, Warren Gatland. On sait qu'à un moment donné, de toute façon, le Pays de Galles, avec comme sélectionneur aux commandes Warren Gatland, ils ont marché sur l'Europe. Ils ont marché sur beaucoup d'équipes. Maintenant, je pense que le rouage est un peu usé, que malheureusement, ils sont en train tout doucement de s'enfoncer. Et après cette Coupe du Monde, si, tel que je le pronostique, ils sortent en poule, il y aura sûrement un grand brassage, un grand ménage qui sera fait. Et puis viendra l'heure de la reconstruction.
En tout cas, voilà, ce sera intéressant à suivre parce qu'ils peuvent sortir quand même de cette poule. Mais là, vraiment, ils partent dans une direction où je les vois vraiment se faire avoir et ne pas passer le premier tour. Ce serait quand même quelque chose de fort, hein. On parle du dernier demi-finaliste de la Coupe du Monde. On parle d'une équipe qui sort quasiment tout le temps de ses poules. D'une équipe qui, sur les 3 derniers mondiales, a fait 2 fois la demi-finale, 2011-2019. 2015, elle sort en quart contre les Sudaf. Donc voilà, c'était bien du costaud aussi. Donc ce serait quand même un choc. Il nous reste donc 2 équipes, l'Australie et les Fidji. Et là, est-ce que vous le sentez venir? Ouais, je vois l'Australie terminer 2e de cette poule. Tout simplement parce que déjà, ils arrivent, je pense, avec 0 certitude, 0 confiance. Il y a des choix que j'ai pas compris. Il se passe de Quad Cooper, il se passe de Michael Hooper. Je trouve que ce sont des joueurs importants. Ok, Quad Cooper, on connaît, il y a l'inconstance, etc. Michael Hooper, ça m'a vraiment surpris. Et puis tout simplement, lors du dernier match, c'est catastrophique. Il y a 2 victoires, il me semble. Ils se prennent une dérouillée contre les Blacks. Ils perdent chez eux contre les Argentins. Dérouillés contre les Sudaf. Donc les Four Nations, ils ont tout perdu. Contre nous, dernier match, ils perdent également. Gordon, leur buteur. Je suis désolé, mais c'est pas très fort, quoi. Je sais pas, l'Australie, pareil, hein, on parle d'une nation énorme, 2 titres de champion du monde, voilà, finaliste en 2015, 2019, c'était sorti en quart de finale, hein. C'était sorti en quart de finale, bon, contre l'Angleterre, c'était les futurs finalistes. Mais voilà, c'était déjà un peu plus fragile. C'est une sélection qui, tout simplement, perd un peu de ses couleurs. Depuis que je suis au rugby, franchement, l'époque des Adam Ashley Cooper à l'aile, le Matt Guito au centre et tout, c'était beaucoup plus costaud. Et il n'y a pas vraiment je sais pas, je trouve qu'il y a une sorte de renouvellement qui se fait pas comme il faut. Et là, aujourd'hui, on en est à ce qu'une telle nation... Bah ouais, elle fait deuxième. Elle sort même pas distinctement de son groupe, elle fait deuxième. Pour moi, hein, peut-être qu'elle finira premier. On verra bien ce qui se passe. Ce qui va être intéressant, c'est que leur premier match sera face aux Fidjiens. Ok, stop. Bon, le gars là, il est un peu fatigué, il vous raconte n'importe quoi. Non, je vais rectifier ce que j'ai dit. Le premier match de l'Australie, ce sera pas face aux Fidji, mais face à la Géorgie. Voilà, c'est quand même une petite précision que je voulais vous apporter. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ça va tout de suite donner la couleur. Après, côté joueur à suivre, moi c'est Skelton. Voilà, on va changer un petit peu de profil de joueur. Le deuxième ligne Rochelet, que je trouve monstrueux, que ce soit sa dimension physique, mais aussi tout ce qu'il apporte. C'est vraiment un point d'appui sur lequel ils peuvent s'accrocher. Voilà, je pense que devant, dans le pack, ce sera le leader. C'est du moins par le jeu. Mais ouais, une équipe australienne qui me rassure pas tant que ça, au vu de sa forme récente, au vu de certains choix qui, à mon sens, on verra si ça s'avère payant ou pas, mais qui, à mon sens, ne sont pas forcément compréhensibles, et d'un effectif qui est pas mal. Franchement, la première mi-temps face à l'équipe de France, elle est pas mal, hein, de l'Australie. Ils ont un buteur qui convertit un peu plus leurs actions. On n'emmène pas large à la mi-temps. Je ne me rappelle plus le calcul de combien de points il loupe au pied, mais il y aurait vraiment eu pas beaucoup d'écart. Mais Gordon, si pendant la Coupe du Monde, il ne concrétise pas les temps forts de son équipe, ça va être compliqué, surtout dans une poule où toutes les équipes ont plus ou moins un niveau similaire. D'ailleurs, sur les 2 victoires, là, sur leurs 10 derniers matchs, il y en a une face au Pays de Galles, 39-34. Donc voilà, ça vous donne un aperçu du niveau. Quand je vous dis que ça va jouer à pas grand chose, c'est que normalement, ça devrait vraiment pas se jouer à grand chose. Et donc, en première position, je vois les Fidji. Sincèrement, il y a encore, un an, on m'aurait dit, ouais, les Fidjiens, ils peuvent finir premiers de la poule. Bon, je dis pas que j'aurais rigolé, mais j'aurais pas pris ça au sérieux. Sauf que la réalité, elle est là. Les Fidji, on voit le jeu qu'ils procurent. On voit face à l'équipe de France que c'est une équipe sérieuse.
On a vu ce qu'ils ont fait à Twickenham. Ils sont allés chercher un bel exploit. Voilà, la tournée de novembre n'était pas dégueu non plus. 2 défaites en Écosse et en Irlande. Bon, 2 équipes du top 5, hein, sans pour autant avoir à rougir. Puis derrière, ils avaient enchaîné une grosse victoire face aux Barbarians français. 46-14. Hein, une victoire bien costaude. Et puis en Pacific Nation Cup, donc pour rappel, c'est là où se jouent les Fidjiens donc face au Japon, les Tonga et les Samoa. Bah, ils n'ont pas eu de problème, hein, ils ont gagné les 3 matchs. Donc c'est une équipe qui arrive en confiance. On sait quel état d'esprit il y a dans ces équipes. C'est très familial. C'est des équipes qui sont très soudées, qui, à mon sens, c'est ce genre de pays, quand je dis ce genre de pays, c'est vraiment les pays des îles, donc les Fidjiens, les Tongiens, les Samoans. C'est des pays qui incarnent parfaitement les valeurs du rugby. Ils meurent tous les uns pour les autres sur le terrain. Et avant, le rugby fidjien était fou tout le temps. Maintenant, ça l'est toujours un peu, c'est dans leur ADN, mais il y a beaucoup plus de structure. Il y a beaucoup plus de gestion de l'effort. C'est un rugby qui est en train de se perfectionner. C'est un rugby qui peut faire très très mal. Et sous les ordres de Vern Cotter, qui n'est pas n'importe qui, alors j'allais dire pour les plus jeunes, du haut de mes 21 ans, mais bon, pour ceux qui n'ont pas connu Vern Cotter en tant qu'entraîneur en top 14, c'est vraiment du très très costaud. C'est un technicien hors pair, c'est un gars qui peut vraiment amener cette équipe des Fidji à faire cet exploit de sortir des poules en première position. Pourquoi pas plus derrière? Pourquoi pas plus derrière? On verra la poule D demain, mais ils sont pas tombés de notre côté du tableau, donc à partir de ce moment-là, tous les espoirs seront permis. Maintenant, il y a quand même quelques lacunes, c'est que c'est pas non plus encore le top mondial, quoi. Si aujourd'hui ils peuvent sortir promis de cette poule, c'est parce qu'en face aussi ils ont des adversaires qui ne sont pas de très haut niveau. C'est pas l'Irlande, c'est pas les Blacks, c'est pas la France, c'est pas les Sud-Africains, c'est même pas l'Écosse, etc. Maintenant, c'est une équipe qui peut monter tout le long de la compétition en puissance et qui peut à la fin vraiment créer quelque chose de beau. Ça peut être une de ces très belles histoires de la Coupe du Monde. Côté joueur, je vais pas être très original, mais Semi Radradra, j'aurais un œil très très attentif sur lui. On sait ce qu'il incarne pour le rugby fidjien et c'est forcément... On l'attend au tournant, voilà, on veut voir cette sélection fidjienne briller et ça doit passer par lui normalement. Donc ce sera le premier à être sous les feux du projecteur. Donc ce sont mes pronostics pour la poule C, une poule ouverte, une poule où tout peut se passer, où n'importe qui peut battre n'importe qui sur un match. C'est parmi les 4 poules, pour moi c'est vraiment les matchs les plus équilibrés, c'est là où il y a les affiches les plus équilibrées, donc ce sera très intéressant à suivre. Maintenant on verra si ce que j'ai dit se réalise. C'est une prise de risque en soi, historiquement c'est une prise de risque de mettre les Fidji promis devant l'Australie, devant le Pays de Galles. On parle de 2 nations très très fortes, très très emblématiques de notre rugby, face à une nation qui au final n'a rallié qu'une seule fois il me semble les quarts de finale, et c'était il me semble en 2007 si je dis pas de bêtises. Maintenant, voilà, c'est pas non plus tant une prise de risque que ça quand on voit la forme récente des équipes. Ils étaient ensemble en 2015, ils étaient ensemble en 2019 et ils sont à nouveau ensemble en 2023. Voilà, pour la petite anecdote, en 2015, c'était les Australiens qui étaient sortis premiers de la poule avec les Gallois en 2e position. 2019, c'était l'inverse, les Gallois avaient terminé premiers devant l'Australie. 2023, bon, les Fidjiens vont peut-être rebattre toutes les cartes. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pareil, à me faire vos retours, me dire ce que vous pensez de cette poule qui, je trouve, est la plus intéressante hors affect, hein, et la plus intéressante de cette Coupe du Monde. Donc voilà, sur ce, je vous dis à demain pour la dernière vidéo et la poule D. Et puis après, bah, on rentrera dans le vif du sujet puisque ce sera le début de la Coupe du Monde. À demain, prenez soin de vous. Ciao.